Les origines de la crise sont d'abord économiques. Tout le pays ne profite pas de la croissance. Les régions du centre où ont démarré les violences sont profondément sinistrées, alors que le président Ben Ali et l'entourage de sa femme ont fait main basse sur toutes les richesses du pays. Aujourd'hui, très difficile de faire des affaires en Tunisie sans passer par eux. Et ils ont été d'une espèce de boulimie et d'indécence dans leur désir d'accumuler les richesses qui a évidemment choqué. Conséquence, les populations pauvres mais aussi la classe moyenne n'hésitent plus à descendre dans la rue. Mais la crise est également morale. Pour se maintenir à la tête du pays, Ben Ali a mis en place un régime autoritaire, aujourd'hui mis en cause. Ça fait penser au régime de Ceausescu. C'est un régime qui a su distiller la peur. Muselage de l'opposition, contrôle d'internet et campagne de propagande, un régime policier jusque-là inébranlable. Mais paradoxe, c'est aussi sans doute ce contrôle d'une main de fer qui a permis à Ben Ali de se maintenir à la tête de la Tunisie avec le soutien de la communauté internationale. Ces méthodes ont permis de faire du pays un rempart contre le terrorisme, longtemps salué par l'Europe et les États-Unis. Moins on trouve d'emplois. Parce qu'au fond, la Tunisie a développé son économie sur le pas cher, sur le low cost. Et donc si on arrive avec son diplôme, on n'intéresse personne. Parce qu'on ne répond pas à la structure de l'économie tunisienne. Oui, il y a un cissement. C'est un pays très policier. Il faut savoir qu'il y a un policier sur 100 habitants en Tunisie. Je crois que c'est un record et le pays est quadrillé. Même les touristes maintenant se rendent compte qu'ils peuvent difficilement aller en Tunisie sans être surveillés. Donc la réaction peut être assez violente. Des événements violents et souvent sanglants ont causé la mort de civils et blessé un grand nombre de policiers. Ces actes terroristes sont perpétrés par des voyous encagoulés qui s'attaquent aux institutions publiques durant la nuit et s'en prennent aux citoyens chez eux. Par ailleurs, le pouvoir a décidé de fermer les écoles et les universités, avec un risque quand même, celui de voir tous ces jeunes descendre dans la rue. Des jeunes d'ailleurs qui se mobilisent sur Facebook. La révolution sur la toile est en cours, vous allez le voir. Aymeric Barraud. La FIDH parle d'un nombre total de victimes qui sera encore beaucoup plus important, mais il est difficile d'avoir un bilan précis car toutes les informations sont verrouillées. Les universités et les lycées sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Impossible d'avoir des images tournées par des journalistes sur place. Restent les réseaux sociaux. Les Tunisiens s'en servent pour diffuser les différentes informations. Marie Duquesne. Des images insoutenables, des corps étendus sur des lits, plusieurs morts, la panique dans les couloirs. Cette vidéo publiée sur Facebook aurait été tournée dans l'hôpital de Kasserine ce lundi. C'est du moins ce qu'affirme le Tunisien qui nous l'a fait parvenir. Toutefois, il est très difficile de vérifier ces informations. Quelques éléments semblent attester qu'il s'agit bien de Kasserine. Sur ces images que nous avons floutées, on entend plusieurs personnes se lamenter devant un corps. Pourquoi ? Enfoiré de Ben Ali, enfoiré de Ben Ali. Ça c'est Kasserine. Impossible cependant de savoir quand ces images ont été tournées. Ces vidéos amateurs sont les seules sources d'informations qui nous parviennent de Tunisie et Facebook est le dernier réseau encore opérationnel. YouTube et Dailymotion sont censurés par le pouvoir. Des milliers de Tunisiens se retrouvent donc sous ce symbole, le drapeau taché de sang pour appeler à de nouvelles manifestations. D'après l'un d'eux, se connecter au réseau social est désormais dangereux. En effet, Facebook ne serait plus accessible sous sa forme sécurisée. Le pouvoir pourrait décrypter plus facilement les profils des utilisateurs et ainsi les retrouver. Jean Lémarie. Le Zoom de France Info aujourd'hui en Tunisie. Le week-end a donc été sanglant, les émeutes se sont poursuivies. Il est difficile d'établir un bilan des victimes. Tout à l'heure, l'envoyé spécial de France Info, Nasser Madji, comptait une trentaine de victimes. Au moins, il y en a peut-être beaucoup plus. Notre invité... Le mouvement a gagné toute la Tunisie. Fait rare dans ce pays tenu d'une main de fer par le président Ben Ali. Ben Ali comme Bouteflika, les deux présidents disent que leurs régimes sont des remparts contre l'islamisme. Écoutez, c'est avec ça qu'ils ont pu faire vendre leur dictature, notamment en Occident. Dans le pays, le malaise social est généralisé. Absence de logements sociaux, 20% de chômage chez les moins de 30 ans, corruption. Une croissance de 5% en Tunisie, dont on nous rabâche les oreilles depuis 30 ans, à quoi elle sert ? Elle sert à enrichir une minorité, 10% de la population, alors 90% de la population vivent dans la misère. Les slogans étaient au départ relatifs au droit au travail, au droit à une vie digne. Tout de suite après, c'était des slogans qui exigent le départ de Ben Ali.
France, est-ce que Paris peut faire pression sur Tunis pour qu'il y ait un peu plus de démocratie? Juste après, il y a une émission sur la Côte d'Ivoire. On voit que la pression internationale, ça peut marcher. Enfin, elle peut être forte. Ça peut marcher. Ce qu'il faut regretter, c'est qu'elle ne se soit pas mise en œuvre bien avant. C'est quand même assez scandaleux de voir que la France en particulier, mais beaucoup de pays de l'Union européenne aussi, ferment les yeux devant ce qui se passe en Tunisie, que chacun connaît. Moi, je me garderais bien de donner des leçons d'une manière trop univoque. Donner des leçons, ça veut dire ne pas condamner un pouvoir qui muselle la presse, qui... Oui, en Tunisie, la condition des femmes est tout à fait remarquable. Il n'y a pas d'opposition politique au nom de cela Il y a une opposition politique, mais qui ne s'exprime pas, effectivement, comme elle pourrait s'exprimer en Europe. Mais dire que la Tunisie est une dictature univoque, comme on le fait si souvent, me semble tout à fait exagéré. La deuxième raison qui était essentielle, c'est que ici, à Paris, la classe politique et médiatique s'est toujours montrée d'une indulgence coupable envers ce qui se passait en Tunisie. Et c'est certainement pas nos ministres, de Frédéric Mitterrand à Brice Hortefeux en passant par Éric Besson, qui passent tous leurs vacances en Tunisie dans des conditions luxueuses et agréables, qui ont les premiers tiré le signal d'alarme. Je comprends la politique étrangère de la France en matière de droits de l'homme. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons. Je veux lancer un appel à tous ceux qui, dans le monde, croient aux valeurs de la tolérance, de la liberté, de la démocratie, de l'humanisme, à tous ceux qui sont persécutés par les tyrannies, par les dictatures. Je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. La France sera du côté des opprimés du monde. C'est le message de la France, c'est l'identité de la France, c'est l'histoire de la France. Ouais, le premier des droits de l'homme, c'est de manger. Le deuxième, c'est de boire une bière. Et le troisième, c'est de rôter. Voilà, tous égaux face à la bouffe. Bon, ça va 5 minutes, les droits de l'homme, hein, y a pas que ça dans la vie. Vous dérapez encore, là. Ah ouais, non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est pas pareil. Je le connais depuis longtemps, le président Ben Ali, c'est un ami. Ah, peu importe, les droits de l'homme ne se discutent pas. C'est mon ami dictateur sanguinaire qui respecte rien. Mais que dit le président de la République de la situation des droits de l'homme en Tunisie? Nicolas Sarkozy n'en parle pas. La France sera du côté des opprimés du monde. C'est le message de la France, c'est l'identité de la France, c'est l'histoire de la France. Mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Sécurité permettent de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité. Voilà. Voici les seuls... On est balèze en France. Hein. Il y a des trucs on est vachement balèze. Hein. Pour tout, mais il y a des trucs on est vachement... Il y a des trucs... Si. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française. Hein. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie. Hein.
D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne. Faut-il craindre ces émeutes ou y voir un signe d'espoir? Écoutez ce qu'en disent des Tunisiens installés en France. Ils suivent la situation heure par heure. Nicolas Teilhard, reportage. Dans ce restaurant tunisien, c'est au tour du thé à l'amande qu'Abdelhamid et Leïla, installés en France depuis plus de 30 ans, évoquent la situation au pays. À la télévision ou à la radio, ils suivent les révoltes depuis plusieurs semaines. Les Tunisiens, maintenant, ne sont pas dupes. C'est un peuple qui est cultivé. C'est des gens qui connaissent. Pour que les Tunisiens se révoltent comme ça, c'est qu'il y a de quoi. Il faut que ça change. Il était temps, d'ailleurs. C'est une poignée de gens qui ont le monopole de toute l'économie tunisienne, c'est pas normal. Il y a de grandes injustices sociales. Avec l'annonce des premiers morts dans les manifestations, l'inquiétude grandit, mais rapidement, c'est l'adhésion au mouvement qui prend le dessus. Il y a mon frère qui m'a appelé, il m'a dit que il avait peur pour nous ici, et il m'a dit que ça se passait très mal là-bas. Mais bon, de toute façon, c'était une marmite qui était en train de bouillir, mais tout le monde avait peur en fait, parce qu'on essaie le régime vraiment policier, parce que autour de nous, on ne sait pas, même parmi les plus proches, il peut y avoir quelqu'un qui rapporte, mais ça ne peut pas durer. Cette peur, cette prudence, elle est encore présente, même à Paris, quelques rues plus loin. Elle est longue ce délit dans une pâtisserie tunisienne, mais l'anonymat est de rigueur par précaution. Prudence, parce que moi je suis quelqu'un qui a connu les années 90. Ben Ali, pour s'installer au pouvoir quand même, il y a eu des morts des années 90. À tel point on a peur là-bas. Même ici on ne veut pas donner nos noms, on veut pas. Vous pensez qu'on arrive à savoir ce qui se passe réellement? On arrive à le savoir grâce à Internet, c'est tout. Sinon, et même on n'est jamais sûr de l'information, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire il y a 40 morts, il y a des gens qui... Bon, les chiffres de l'État, à mon avis, nous on a pris la règle, c'est de multiplier par 10 toujours. Prudent mais pas désabusé, ces Tunisiens se tournent aussi vers l'avenir et pour eux, la révolte ne fait que commencer. Moi j'espère que ce régime il changera avec le peuple. Tous ces morts, ça fait mal au cœur. J'espère que ces morts ne partent pas pour rien. Un espoir partagé par une communauté très sensible à la situation. Pour certains, ces révoltes sont même synonymes de dignité retrouvée. Je suis fier d'être tunisien aujourd'hui. Il y a 5 jours, je l'étais pas.